Bonjour, vous écoutez le Corrigé de l'info, un podcast proposé et réalisé par le CERU, le labo d'idées universitaires. Pour ce 5e numéro, Corrigé d'info s'intéresse à la communication d'Emmanuel Macron. Nous avons la chance de recevoir Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et auteur de nombreux ouvrages sur la communication, dont vous retrouverez les références en bas de ce podcast. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit que le macronisme est d'abord un marketing. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en termes de communication ? Il faut en revenir à la genèse de l'entreprise politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un jeune homme qui, in fine, sort de la haute fonction publique, qui est très peu connu, qui n'a pas de mandat électoraux, qui n'a jamais fait une campagne électorale et qui va s'inventer par un storytelling qui va lui permettre de s'imposer à la fois médiatiquement et politiquement. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui va réussir à devenir président de la République en n'ayant, in fine, pas opéré ce que l'on appelle le cursus honorum républicain, c'est-à-dire le fait de gagner des élections de manière progressive, étape après étape, passant du local au national. Pour ce faire, il va axer sa campagne politique sur une communication qui est très marketée. Il faut là aussi en revenir au tout début. Quand Emmanuel Macron est nommé jeune ministre de l'économie par François Hollande, très vite, il va axer sa communication sur deux aspects, qui sont d'ailleurs très transgressifs l'un comme l'autre. D'abord sur sa vie privée, puisqu'il va mettre en scène son couple, assumer la différence d'âge avec son épouse, casser le modèle patriarcal qui, quelque part, représente en tout cas une forme du couple depuis très longtemps. Et il va le faire en mettant en scène un couple qui, certes, casse ce modèle, mais qui est très bourgeois dans son expression. C'est-à-dire que sur les deux bouts de la chaîne, il est gagnant. Il permet quelque part de susciter une forme d'adhésion, voire d'admiration de la part de couches qui sont très sociétales, et en même temps, par la dimension très classique de son couple, il va rassurer, disons, les plus bourgeois de l'opinion publique. Et cette mise en scène de la vie privée est une mise en scène extrêmement importante, parce que on va le voir, dès son accession à Bercy, le couple va être, disons, l'objet de l'attention de nombreux journaux, de nombreuses covers, et cette mise en scène de sa vie privée constitue un premier élément. Deuxième élément, c'est son discours politique. Il a un discours politique, lui qui vient quand même du Parti Socialiste, il a même été adhérent à un moment donné du Parti Socialiste, il va essayer d'importer dans le logiciel de la majorité de l'époque un logiciel qui se veut transgressif par rapport au code dominant du Parti Socialiste, notamment en ayant un discours plutôt libéral dans un logiciel social-démocrate. Donc ces deux aspects sont deux aspects sur lesquels il va beaucoup insister, qui vont construire sa communication politique. Et effectivement, vous avez abordé souvent cette question de la transgressivité. En communication, qu'est-ce que ça apporte d'être transgressif ? Emmanuel Macron, au tout début, ça lui a apporté une curiosité, un intérêt des médias, une visibilité, une notoriété qu'il n'avait pas. La notoriété qui était la sienne, c'était la notoriété du ouzou. Mais si vous voulez être président de la République, bien évidemment, vous ne pouvez pas limiter votre notoriété au ouzou. Il faut que vous touchiez le grand public, il faut que vous touchiez l'opinion publique. Donc, la façon dont il s'est comporté, la façon dont il a produit son discours politique, sont deux leviers qui vont lui permettre d'accéder assez vite à la lumière médiatique. Et c'est cette lumière médiatique qui va progressivement lui permettre de construire son fond de marque, si je puis dire, qui est un fond de marque très spécifique, qui sera le fond de marque macroniste. Et ça a des avantages, donc du coup, l'accès à la lumière. Est-ce qu'il y a des risques à être trop transgressif ? On lui a souvent reproché quelquefois d'en faire trop. Alors, le risque était réel. Le risque était réel parce que il eût pu être étouffé par les offres politiques classiques qui, à ce moment-là, se battaient sur la scène politique. Le problème, c'est qu'il arrive à un moment où
où les offres politiques de gouvernement, qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans en France, républicains et socialistes, pour aller vite, sont des marques politiques qui sont de plus en plus contestées, voire décrédibilisées. Donc, il va tenir un discours qui est un discours pas fondamentalement nouveau sur la scène politique, un discours de synthèse qu'on a déjà entendu dans la bouche d'autres leaders politiques essayer de dépasser les clivages droite-gauche. C'est ce que d'ailleurs essayait de faire Valéry Giscard d'Estaing même dans les années 70 quand il voulait réunir autour de lui 2 Français sur 3. Mais il arrive avec ce discours qui n'est pas nouveau, mais dans un contexte politique qui lui est nouveau. Et ce discours peut à un moment donné s'enraciner parce que le contexte politique, et le contexte politique d'effondrement des vieilles offres politiques, lui permet de donner toute son efficience à sa matrice politique. Et donc effectivement, on voit qu'il a réussi grâce à cette transgressivité à apparaître dans les médias. On peut aussi dire, quand vous dites qu'il est marketé, son discours, on a l'impression qu'il essaye toujours de surfer sur des vagues d'opinion, des moments d'opinion, et qu'il est capable pour ça d'être assez opportuniste. Est-ce que, en termes de communication, c'est quelque chose qu'il a préparé? Est-ce que c'est quelque chose qui est réel, ou est-ce que c'est simplement une impression qu'on peut avoir quand on voit comment il réagit à l'actualité? C'est quelque chose qui est totalement intentionnel, qui est certainement planifié. Emmanuel Macron est quelqu'un qui, comme vous le dites, en effet, essaye de surfer, pour prendre une expression un peu triviale, sur les courants dominants de l'opinion publique. Il va, par exemple, à un moment donné, rassurer la gauche sociétale en produisant une loi qui permet de réviser la loi de bioéthique et qui permet de proposer la PMA aux couples de femmes. Mais dans le même temps, il va tenir un discours devant son groupe parlementaire, un discours sur l'immigration, qui est un discours qui, en effet, là aussi, est assez étonnant au regard de ce qu'il avait dit jusqu'à présent sur cette question-là. Donc, il sent très bien qu'il y a à un moment donné des courants d'opinion qui sont porteurs. Et ces courants d'opinion qui sont porteurs, il les absorbe pour en faire son corpus politique. Donc, c'est quelqu'un qui, en effet, est très sensible aux oscillations de l'opinion, et en même temps, en fin de compte, c'est un moteur qui intègre le moindre frémissement de l'opinion publique pour en faire sa propre ressource politique. Donc Emmanuel Macron est quelqu'un qui attache une très grande importance, en effet, à la manière dont l'opinion se construit, dans la manière dont l'opinion se réagit. Le problème, c'est que la limite de l'exercice, c'est qu'à un moment donné, le en même temps peut se transformer en véritable système de contradiction. Et ces systèmes de contradiction, il peut apparaître au grand jour et aux yeux de l'opinion publique. Donc c'est la limite aussi de l'exercice. Alors il y a deux questions du coup qui viennent à l'esprit. C'est la première chose, c'est on voit effectivement qu'il évolue dans ce en même temps et que on a l'impression, certains commentateurs ont parlé d'un acte 2 du quinquennat où il serait en train de vouloir changer. Est-ce qu'on peut changer aussi facilement en termes de communication? Vous avez écrit que c'est quelquefois plus difficile parce que le parcours finalement peut nuire à ces changements. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est toujours compliqué de changer parce que c'est préjugé que les opinions publiques n'ont pas de mémoire. La réalité, c'est que parfois on a le sentiment que les opinions publiques n'ont pas de mémoire, mais qu'il y a des résiliences qui sont très fortes. Prenons un exemple, la question de l'écologie, qui est aussi une question que depuis quelques mois, notamment depuis le résultat des élections européennes, Emmanuel Macron souhaite mettre en avant justement dans ce fameux acte 2. Emmanuel Macron a une difficulté, si vous voulez, à paraître crédible vis-à-vis de la partie la plus radicale des écologistes, parce que tout simplement, son parcours politique, sa socialisation politique, font qu'il n'est pas un enfant de l'écologie. Il est un enfant d'abord d'un système qui est un système productiviste. Donc cette contradiction-là entre le parcours qui est le sien et l'affichage politique qu'il veut mettre en avant, c'est une contradiction qui échappe à très peu d'observateurs. Et la difficulté, c'est que Emmanuel Macron, en effet, peut, dans le discours, à un moment donné, intégrer toute
un ensemble de thématiques qui sont des thématiques portées par l'opinion et par des secteurs et des segments de l'opinion parfois différents. Le problème, c'est qu'il faut réussir à faire tenir ensemble l'ensemble de ces thématiques. Et ces thématiques sont parfois contradictoires les unes des autres. Quand vous acceptez le CETA et que en même temps vous dites profondément engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et que vous faites de la priorité environnementale un objectif fort de votre acte 2, vous voyez bien qu'il y a à un moment donné un nœud gordien qui est extrêmement difficile à trancher. Et effectivement, c'est difficile d'avoir la cohérence dans les thématiques, mais il semble qu'aujourd'hui il y a un autre problème de cohérence, c'est la cohérence de la majorité. Alors est-ce que on a parlé beaucoup de la communication finalement externe d'Emmanuel Macron, ce qui la renvoie, est-ce qu'en termes de communication interne, En Marche et Emmanuel Macron arrivent à avoir un système pour gérer ces contradictions dans sa majorité, dont on sent quand même qu'il y a de plus en plus de difficultés à avoir une vraie cohésion? Alors, il y est arrivé jusqu'à maintenant pour deux raisons. Parce que d'abord, il était porté par le succès et par l'élan. Ensuite, parce que il a importé dans la communication politique des modes de communication qui sont plutôt des modes de communication qui relèvent du monde du management, du corporate. C'est-à-dire une communication qui est tenue et qui, sur le plan politique, vise, in fine, à gérer ces parlementaires comme s'ils étaient des cadres supérieurs. La réalité, y compris avec l'application dont on parle, qui est censée les évaluer. Pour les ministres, par exemple, qui consiste en effet à évaluer le développement des politiques publiques qui sont conduites. Donc, il y est arrivé jusqu'à maintenant. Il y est arrivé pour une troisième raison, c'est que il a eu la chance aussi d'avoir des parlementaires dont un grand nombre étaient, in fine, assez nouveaux dans la politique. Donc, ils n'avaient pas été socialisés comme d'autres élus qui, eux, ont une culture quand même d'indépendance et d'autonomie qui est plus forte par rapport aux injonctions du pouvoir central, même si les partis godillots, ça a toujours existé. Mais là, en l'occurrence, il avait en effet, disons, des critères qui lui permettaient de gérer de manière assez homogène sa majorité. Si vous voulez, plus nous allons avancer dans le mandat, plus les questions vont se poser. On voit bien que sur les questions qui sont les questions, par exemple, de l'immigration, il y a là de vrais clivages qui existent à l'intérieur de la majorité, entre l'aile droite et l'aile gauche d'En Marche. Il ne faut jamais non plus oublier que Emmanuel Macron est aussi élu en 2017 avec un électorat qui est plutôt de centre-gauche. Or, ce que l'on constate depuis qu'il a accédé à l'Élysée, c'est que il mène une politique, en tout cas facialement, qui est douce à un électorat de centre-droit, à un électorat orléaniste. Donc, le pari d'Emmanuel Macron, qui est un pari d'opinion, et je pense que là-dessus il a compris, c'est que le pays avait intellectuellement, culturellement et presque sociologiquement basculé à droite. Et il considère que peut-être ce qui est à l'origine de son histoire, c'est-à-dire le centre-gauche, et la gauche quand même, constitue aujourd'hui un passé révolu. Donc, mais la difficulté, c'est qu'il essaye en même temps, malgré tout, de rester accroché à cette tendance politique qui constitue aussi l'originalité de sa démarche. Donc, il faut qu'il arrive à donner des gages aux uns et aux autres. Le problème, c'est que plus le mandat avance et plus les résultats des politiques publiques qui sont menées mettent du temps à se traduire dans les faits, plus la question de la cohérence de son discours politique se posera. Et du coup, effectivement, quand on prend un peu de recul, est-ce que il a voulu, soi-disant, passer de l'ancien monde au nouveau monde en termes de politique, et en termes de communication, est-ce qu'il y a un vrai changement de communication par rapport à ses prédécesseurs, ou est-ce qu'on est quand même encore sur des choses qui sont assez classiques? Il y a plusieurs phases. La première phase, c'est d'abord la phase électorale. La phase électorale, moi j'ai entendu dire que Emmanuel Macron cassait les codes de la communication. Il n'a pas cassé les codes de la communication. Je considère que dans la phase électorale, il a respecté les codes classiques de la communication politique. Je l'ai dit, je l'ai d'ailleurs écrit,
il n'a pas eu durant cette campagne électorale, si vous voulez, un lien direct avec l'opinion publique. Il a extrêmement veillé à respecter les intermédiaires et notamment la presse. Quand vous aviez durant la campagne électorale l'ensemble de ses concurrents, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et même François Fillon, qui s'en prenaient aux médias, il était le seul à, respecter les médias traditionnels et les médias mainstream qui lui rendaient bien, mais qui lui rendaient bien parce que tout simplement il portait une doctrine politique qui était une doctrine politique certainement assez dominante dans nombre de rédactions. Donc ça a été le premier élément. Il a respecté le code de ce que Paul Lazarsfeld, le sociologue américain qui travaillait sur l'orientation des choix électoraux, appelait la communication à 2 étages. Le moment où cela change, c'est son accession à l'Élysée. Son accession à l'Élysée, parce que Macron est indéniablement quelqu'un qui est très intelligent, a compris que l'une des erreurs de ses prédécesseurs, c'est de ne pas avoir suffisamment tenu leur communication, pour des raisons différentes, et dans des genres différents, autant François Hollande que Nicolas Sarkozy. Et Emmanuel Macron va avoir pour objectif de tenir sa communication, c'est-à-dire de prendre de la distance, d'essayer non pas de se faire imposer l'agenda politique et médiatique par les médias, mais de l'imposer lui-même. D'où cette communication à la fois en distance, notamment vis-à-vis de la presse politique. Il n'aime pas les journalistes politiques, c'est connu. Et puis, cette volonté d'écrire en permanence le propre récit de son mandat, en proposant, par exemple, au tout début, des vignettes, des petites séquences, où on le voit, par exemple, à un moment donné, descendre au standard de l'Élysée, prendre le téléphone et répondre à une dame qui téléphone à l'Élysée. Tout cela est très travaillé. Ça ressemble d'ailleurs à du Giscard, quasiment. C'est une forme de giscardisme communicant, relooké. C'est ce qu'il va faire notamment lorsqu'il va poster la fameuse vidéo sur le pognon de dingue. Cette vidéo, elle est postée intentionnellement. Lorsqu'il réprimande un gamin qu'il appelle Manu à la sortie d'une réception au Mont-Valérien, l'échange qu'il va avoir avec cet enfant est un échange que l'Élysée va reposter sur le compte Twitter. Tout cela a pu marcher vraisemblablement au tout début de mandat, mais la machine, à un moment donné, s'est quelque part détraquée. Elle s'est détraquée avec 2 événements qui, à mon sens, constituent une césure assez évidente dans le mandat. Le premier événement, c'est l'affaire Benalla, parce que l'affaire Benalla vient contredire la promesse de république exemplaire que Emmanuel Macron avait faite lors de la campagne présidentielle de 2017. Il ne faut jamais oublier quand même aussi qu'il a été élu grâce à un concours de circonstances absolument exceptionnel qui est lié au déboire médiatico-judiciaire du candidat des Républicains. Et le deuxième, bien évidemment, événement qui, pour le coup là, est une césure sociopolitique extrêmement importante et dont on n'a pas encore fini de mesurer les conséquences, c'est la crise des Gilets jaunes qui va déstabiliser en profondeur son mandat et surtout cette façon assez verticale qu'il a d'imposer ses choix à la fois à sa majorité et à l'opinion publique. Si on prend un peu de hauteur, aujourd'hui, avec l'évolution des réseaux sociaux, avec les chaînes d'information continue, est-ce que la communication politique est encore maîtrisable ? Est-ce qu'elle a encore un avenir ? La communication politique, quand elle est née, la communication tout court, quand elle est née en tant qu'activité professionnelle au début du XXe siècle, c'est une activité qui avait pour objectif de donner aux décideurs, qu'ils soient économiques ou politiques, la possibilité de maîtriser, de contrôler l'opinion publique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce contrôle et cette domestication de l'opinion publique, elle est de plus en plus difficile parce que l'écosystème médiatique dans lequel on vit vient profondément déstabiliser les principes de fonctionnement de la communication politique.
À partir du moment où vous avez de plus en plus de contenu qui circule, à partir du moment où vous avez une hyper-visibilité de tous les acteurs publics, ne serait-ce que par la captation d'images par le biais de smartphones. À partir du moment où les contenus circulent de manière virale et de plus en plus rapide, vous voyez bien qu'il est très difficile d'inscrire un storytelling dans la durée, parce que vous êtes en permanence sollicité par les médias, par les chaînes info, par les réseaux sociaux qui viennent vous interpeller et qui viennent brouiller votre message. Et en plus, ce qui est en train de se passer, c'est une révolution pour ce que l'on appelle l'espace public, c'est que l'émergence des réseaux sociaux, entre autres, permet une désintermédiation, c'est-à-dire que tout un chacun devient quasiment son propre média et peut s'exprimer. Donc les conditions qui ont été les conditions de naissance de la Compol, comme on dit aujourd'hui, sont des conditions qui sont révolues, et la Compol est confrontée finalement au défi de se réinventer face à un système qui ne lui laisse pas le temps de pouvoir produire un récit qui soit un récit stable et qui soit un récit à un moment donné qui s'inscrive dans la durée. Donc les codes de la communication politique ont été profondément ébranlés en effet par la révolution que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, et on aura l'occasion sûrement de se revoir pour parler d'autres sujets de communication. Merci. Merci.